Il est 20h30 sur Africa 7. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition pour les titres des partenariats pour promouvoir l'employabilité des étudiants dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Les participants partagent leur savoir pour de meilleurs programmes d'entrepreneuriat. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a procédé ce matin à l'ouverture du forum UCAD Entreprises, une occasion pour les entreprises de mieux connaître la diversité des filières du temple du savoir. Et la tension est encore montée ce lundi en Gambie. Une marche pacifique des opposants a viré à une répression sanglante. Voilà pour les titres. Dans une poignée de secondes, le développement. Nous démarrons avec Dakar qui accueille depuis hier la 3e édition du Salon de l'enseignement supérieur des pays membres de l'OCI. Selon Rokhaya Diop, chargée de l'organisation de ce salon, cette rencontre promue la coopération entre les pays membres de l'organisation. Elle revient avec nous sur le sens de ce salon avec Famadion et Meynir. Le salon est organisé dans le cadre de notre coopération avec l'OCI. L'OCI, qui est l'organisation de la coopération islamique, donc, qui regroupe un certain nombre d'États membres, 57 si je ne me trompe, et qui a, entre autres objectifs, celui de renforcer les échanges et partenariats entre les ressortissants des États membres. Alors, pour cela, ils organisent différents événements dans différents secteurs d'activité, dont l'enseignement supérieur. Et le Sénégal a eu l'honneur d'être coopté pour abriter cette 3e édition du Salon et Forum des services de l'enseignement supérieur. Bon, nous avons enregistré à peu près 90 exposants en provenance de l'Afrique au sud du Sahara, tels que l'Ouganda, le Bénin, le Burkina, en présence du Maghreb, tel que le Maroc, qui est invité d'honneur, la Tunisie aussi, en provenance de l'Asie, tel que la Malaisie, le Pakistan. Donc nous avons enregistré 11 pays. Pour cette présente, le Maroc est l'invité d'honneur. Le royaume chérifien reçoit chaque année près de 8000 étudiants étrangers. Noureddine Touani, le directeur de la coopération et du partenariat, est revenu sur l'essentiel de ce salon. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Et puisque nous parlons d'enseignement supérieur, nos reporters sont allés à la rencontre de 2 étudiantes porteuses de projets d'emploi. Elles se nomment Seynabou Sow et Oulouma qui sont à la recherche de financement pour le démarrage plutôt de leur projet. Sanoussi Sané, Amadou Sabarba. Seynabou Sow, étudiante en droit privé, Oulimata Dieye, également étudiante en commerce et management des affaires étrangères, 2 produits de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et 2 promotrices en herbe. Elles ont des idées de projet. Oui, j'aimerais bien ouvrir un cabinet de conseil, d'aider les personnes qui ne sont pas initiés en droit, de les orienter, qui ont un litige par exemple, qu'ils viennent, de les donner des conseils, de les orienter, comment régler leurs problèmes par rapport à la justice. S'ils n'ont pas les moyens de payer un avocat, de les orienter. Je ne dirais pas écrit, mais j'ai eu quand même une idée de projet. Et cette idée, c'est le fait de cumuler 2 activités. L'une consiste à mettre en place un poulailler et le combiner avec les cultures maraîchères, les carottes, les oignons et autres. Des idées de projet ne manquent pas chez les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais la conception, les voies et moyens sont un handicap pour ces futurs entrepreneurs. Nous avons un problème d'abord de local, de bailleurs. Ensuite, il n'y a pas eu tellement de suivi parce que c'est juste un projet que nous avions initié entre camarades. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu la possibilité de le déposer. En ce moment, non. On avait mis en place un GIE à l'université, mais ça n'a pas marché l'année dernière. Ça a duré juste 2 ans, mais ça n'a pas, on n'a pas eu de développer. Faute de moyens, oui, on n'avait pas assez de financement.
Pour Seynabou, le forum UCAD Entreprise est une occasion de trouver des partenaires afin de réaliser son rêve, ouvrir un cabinet d'avocats. En fait, nous sommes trop concentrés par nos études. Bon, on aimerait bien avoir quelques relations avec les employeurs, de nous donner des facilités de stage, avoir une ouverture un peu dans le monde professionnel. Oulimata Dieye, quant à elle, cherche des bailleurs pour la relance de son projet de culture maraîchère qui n'a pas trop duré. Une façon pour elle d'être autonome dans le marché de l'emploi. Restons sur l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où le forum UCAD Entreprise s'est ouvert ce matin. L'objectif est d'améliorer l'efficacité interne et externe du Temple du Savoir et pour cette première édition, le FOCAD a misé sur les organisations réseau pour la réinsertion des étudiants porteurs de projets. Le professeur Ibrahima Samba Dankoko est le coordonnateur du contrat de performance. Nous l'écoutons toujours avec Amadou Sabarba et Sanoussi Sané. Ces étudiants qui viennent passer des années chez nous, nous voulons leur donner l'opportunité d'interagir avec les entreprises et les organisations diverses. Notre choix pour cette première édition, c'est de travailler avec des organisations en réseau. C'est pourquoi nous avons opté pour pour le CONGAD par exemple, pour la POPAS qui est une organisation qui regroupe des entreprises dans le secteur agricole, plus de 200 entreprises. Et nous avons aussi fait appel aux sociétés nationales, la SDE, la Sénélec, qui ont des agences partout et qui doivent pouvoir nous donner beaucoup de stages à court terme. Les entreprises qui viennent vont prendre des CV d'étudiants. Les entreprises qui viennent vont proposer aux étudiants des stages. Les entreprises qui viennent vont être à l'écoute de nos étudiants pour leur permettre d'avoir les repères qui sont nécessaires afin d'aller vers la réussite. Mais les organisations diverses qui s'occupent de la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays, l'ANPEJ, l'ADPME, le bureau de mise à niveau, nous les avons invités, l'USAID, nous les avons invités pour que justement demain, le mercredi dans l'après-midi, il y ait des consultations au profit des étudiants. Et revenons sur la troisième édition du Salon de l'enseignement supérieur des pays membres de l'OCI avec le Maroc qui en est l'invité d'honneur. Le royaume chérifien reçoit chaque année près de 8000 étudiants. Noureddine Touami, le directeur de la coopération et du partenariat du Maroc, est au micro de Famadion et Mbaindir. Le Maroc est invité d'honneur de ce salon sur l'enseignement supérieur dans les pays islamiques qui est organisé par l'OCI, l'organisation de la conférence islamique. Et donc là, le Maroc vient pour présenter l'offre marocaine en matière d'enseignement supérieur. Et on est accompagné par l'ensemble des universités marocaines, publiques et privées, et avec une dizaine d'établissements privés. Donc on est là, on présente l'offre marocaine, son potentiel de formation, le pourquoi aller étudier au Maroc, et quelles opportunités ça offre aux étudiants sénégalais, mais aussi les étudiants africains. Donc c'est principalement ça, un petit peu l'objectif de cette participation, mais aussi la présentation de quelques innovations en termes de recherche et développement que le Maroc fait. Et ça permet de dire que l'enseignement, ce n'est pas seulement de la formation, mais c'est aussi de la recherche et de l'innovation. Étudier au Maroc, on a essayé de présenter ici quelques raisons, mais ce n'est pas les seules. Le Maroc, d'abord, ça a une grande histoire en matière d'enseignement. Faut-il rappeler que la première université au monde est marocaine, l'université Al-Qarawiyyin. En santé, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'Alliance du secteur privé sanitaire ont signé cet après-midi un mémorandum d'entente pour une meilleure prise en charge de la population. Un engagement des deux parties qui pourrait faciliter l'accès des Sénégalais aux soins médicaux. Écoutons conjointement le ministre Eva-Marie Kolsek et Ardoba au micro de Kodoussen et Bachir Bodian. C'est juste pour dire l'importance d'impliquer le secteur privé, d'impliquer aussi le secteur privé dans toutes les formations, dans toutes les décisions stratégiques au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et je crois que ce sont les termes
qui régissent d'ailleurs notre mémorandum d'entente. En réalité, c'est ce que nous aurions voulu depuis bien longtemps. Mais peut-être que c'est simplement aujourd'hui que nous pouvons le concrétiser. Si nous atteignons les objectifs que nous nous sommes assignés, nous pourrons faire vraiment de grandes avancées pour la prise en charge des populations du Sénégal en matière de santé. Et par justement le dialogue et le partenariat public-privé que nous pouvons y arriver. La gendarmerie nationale a saisi une importante quantité de riz indien brisé, impropre à la consommation humaine, plus de 22 000 tonnes, soit une valeur de 6 milliards de francs CFA. Un récit de Fatimata Kane. La gendarmerie nationale a mis la main sur 22 690 tonnes de riz brisé indien, impropre à la consommation humaine, d'une valeur estimée à 6 milliards de francs CFA. Selon le communiqué de la division communication de la gendarmerie nationale rendu public hier, la brigade de Thiaroye avait déjà saisi plus de 400 tonnes de riz aux entrepôts de l'ancienne usine d'allumettes. La brigade de Mbirkilane, située au centre du Sénégal, a elle aussi trouvé dans un marché hebdomadaire un camion ayant à sa charge 40 tonnes de riz de la même marque. Cette unité de la gendarmerie s'en ouvre alors à la brigade de recherche de Dakar en vue d'une enquête plus approfondie. Celle-ci va localiser à son tour l'entrepôt en question et finit par saisir cette marchandise périmée au bout de 72 heures de surveillance. Plus de 22 000 tonnes de riz des marques Rambo, Doudoy, Darussalam et de Queen la Reine y ont été découvertes. Le commandant de la dite brigade de gendarmerie accompagné d'une équipe renforcée trouvera à l'entrepôt en question un groupe d'individus en train de reconditionner du riz déjà déclaré impropre à la consommation humaine, déprécié et proposé à la consommation animale et volaille dans des sacs tout neufs portant l'inscription riz samouraï avec des dates de production avril 2015 et de péremption avril 2017. Ces opérations, rappellent les hommes en bleu, ont été supervisées par des agents du ministère du Commerce. Un récit signé Fatimata Kane. En bref, comme chaque année, en prélude à la saison des pluies, l'Office national de l'assainissement du Sénégal lance ses opérations pré-hivernales. La cérémonie officielle a eu lieu ce mardi à Dakar. Ces opérations qui ont commencé depuis avril visent à nettoyer les réseaux de drainage des eaux usées et pluviales pour une meilleure évacuation. Elles permettent aussi d'entretenir les stations de pompage des eaux pluviales. Elles se déroulent à Dakar comme dans toutes les régions du pays. Hors du Sénégal, en bref, une manifestation pacifique de l'opposition gambienne a été violemment réprimée hier. Les forces de l'ordre ont tiré des balles réelles sur les manifestants, causant plusieurs blessés graves avant de procéder à l'arrestation de 42 manifestants. Le chef de l'opposition, Ousseynou Darboe, et d'autres opposants ont été placés à nouveau en prison après avoir brièvement comparu devant le tribunal. Sa maison a aussi été prise d'assaut par les forces de l'ordre qui ont effectué une perquisition avant d'interdire l'accès aux occupants. Cette brève sur la Gambie ouvre la page internationale qui est essentiellement marquée par le Kenya, où c'est la tension dans les rues à 15 mois de l'élection présidentielle. Une attaque aussi au couteau qui a fait un mort et 3 blessés dans une gare en Allemagne. Le développement, c'est avec Fatou Cissé. Au Kenya, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce matin dans plusieurs villes, dont la capitale Nairobi, à seulement 15 mois de la présidentielle. Ce qu'ils demandent, c'est la dissolution de la commission électorale chargée de superviser l'élection, la jugeant trop proche du pouvoir actuel. Face à quelques manifestants qui leur lançaient des pierres, les forces de l'ordre ont dispersé le rassemblement à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Une attaque au couteau a fait un mort et 3 blessés ce matin dans une gare proche de Munich en Allemagne. Une première agression a eu lieu dans un train, une autre sur les quais et 2 dernières devant la gare. Le mobile de l'attaque est a priori islamiste selon le parquet. Le suspect arrêté est un homme de 27 ans muni d'un passeport allemand qui n'est pas originaire de Bavière. Selon les autorités bavaroises, l'agresseur présente des problèmes psychiques et de drogue. La police a confirmé en fin de matinée que le suspect suivait un traitement psychiatrique.
À Alep, la trêve à nouveau prolongée de 2 jours jusqu'à mercredi soir n'est qu'une vaine tentative. Dans la deuxième ville de Syrie, des tirs de roquettes attribués aux rebelles sont venus contrarier la reprise des activités. 5 civils ont péri depuis la trêve temporaire instaurée le 5 mai à Alep. À Paris, où se tenait une réunion des pays arabes et occidentaux, des garanties concrètes sur le maintien de la trêve et l'accès humanitaire ont été exprimées. Lundi, la Russie et les États-Unis se sont engagés à redoubler d'efforts pour aboutir à un règlement politique du conflit syrien et étendre le cessez-le-feu. La procédure de destitution frappant la présidente brésilienne Dilma Rousseff va finalement se poursuivre au Sénat cette semaine. Le président intérimaire du Congrès, Waldir Maranhão, est revenu sur sa décision ce mardi. Une décision prise la veille de suspendre la procédure en invalidant le vote des députés du 17 avril dernier. Cet homme politique brésilien avait déclaré lundi que le vote de l'Assemblée plénière des députés constituait un préjugement de la présidente de gauche et portait atteinte à une pleine défense de Dilma Rousseff. Plus rien ne s'oppose désormais à la reprise de cette procédure de destitution. Place à présent à l'actualité sportive avec Jean-Djibril William. Michel Platini a annoncé ce mardi sa démission prochaine du poste de président de l'UEFA. L'ex numéro 10 des Bleus a vu sa suspension confirmée mais allégée de 2 ans lundi par le tribunal arbitral du sport. Un bannissement de 4 ans qui l'empêchera tout de même de se présenter à la prochaine élection de la FIFA prévue en mai 2019, mais aussi de retrouver son poste avant l'ouverture de l'Euro 2016. Selon ses avocats, Platini remettra sa démission au prochain congrès en vue de saisir la justice civile suisse. L'UEFA pourrait alors organiser en urgence l'élection de son successeur en faisant fi du délai de 3 mois de campagne électorale prévu par ses statuts. Si les dignitaires de l'organisation décidaient de se laisser du temps, c'est l'Espagnol Ángel María Villar qui remplacerait sur le plan protocolaire l'ex numéro 10 des Bleus durant l'Euro 2016. Déjà éliminé en Ligue des Champions et sacré champion d'Allemagne, le Bayern Munich planche déjà sur la saison prochaine. Le club bavarois a officialisé ce mardi les signatures de Renato Sanchez et Mats Hummels à une demi-heure d'intervalle. Le milieu de 18 ans et les défenseurs allemands de 27 ans ont tous deux signé un contrat de 5 ans en provenance respectivement de Benfica et du Borussia Dortmund. Si Hummels doit encore passer sa visite médicale, Sanchez aurait quant à lui déjà validé la sienne. Le FC Porto fait ainsi état d'une transaction estimée à 35 millions d'euros, auquel s'ajoute un bonus de 45 millions. Considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football mondial, le joueur portugais était également suivi par le PSG, le Barça et Manchester. Mats Hummels retrouve quant à lui son club formateur depuis l'âge de 7 ans. Après 8 saisons passées à Dortmund, le défenseur allemand revient à Munich pour un montant estimé à 38 millions d'euros. Il y reformera avec Jérôme Boateng et Manuel Neuer, l'arrière-garde titulaire de la sélection allemande. Il était attendu et il n'a pas déçu. Stéphane Curry a fait un retour tonitruant lundi soir lors de la victoire de Golden State 132-125 face à Portland. Sur le banc au coup d'envoi, la superstar a quasiment réalisé un triple-double avec 40 points, 9 rebonds et 8 passes décisives en seulement 36 minutes de jeu. Une performance qui donne à la franchise californienne un avantage de 3 matchs à 1 dans ce demi-finale de Conférence Ouest. Les Warriors sont désormais en position de remporter la série dès mercredi sur leur parquet. Quant à Stephen Curry, il reste toujours le favori pour un second trophée consécutif de meilleur joueur du championnat NBA. À l'Est, c'est Miami qui est revenu à égalité, 2 victoires partout dans sa demi-finale contre Toronto. Le Heat s'est imposé lundi soir 94-87 après prolongation, grâce notamment à Dwayne Wade, auteur de 30 points au total et d'une égalisation à 12 secondes de la sirène. Le match 5 est programmé mercredi soir à Toronto. Et voilà, c'est cette page sportive signée Jean-Djibril William qui met en terme à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Africa 7. Bonsoir à tous.